À la une de l'actualité, les églises CIPE du bishop Olivier Bonny ont vécu un moment spécial lors de leur culte le dimanche 14 juin. Fusillade de Charleston, rassemblement de SOS Racisme à Paris. Réfugiés, les Occidentaux devraient suivre l'exemple des Turcs. Enfin, menace djihadiste, remise d'un rapport à l'Élysée. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de suivre The Blessing Channel. Nous ouvrons ce bulletin d'information en religion. Les églises CIPE du bishop Olivier Bonny ont vécu un moment spécial le dimanche 14 juin lors d'une grande veillée au siège de l'église. C'était dans la commune des Deux-Plateaux. Le bishop Babi Ngoma Odimba, invité spécial venu du Gabon, a livré un message très fort. Bishop Babi Ngoma Odimba était l'invité spécial des églises CIPE en Côte d'Ivoire. Arrivé le vendredi 12 juin à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, il a été l'orateur principal de la grande veillée qui s'est tenue au siège de la dite église, sise aux Deux-Plateaux, boulevard Latry, derrière la station Olibia. Suite à cette veillée, le bishop Odimba a entretenu le peuple de Dieu lors du culte spécial du dimanche 14 juin où il a livré un message très fort. La Bible dit septième fois, my God, septième fois, et Élisée a dit à Élie, maître, je ne vois pas la pluie, mais je vois quelque chose qui s'est décidé sur le ciel. Cette chose a une forme de mètre énorme. Et il a dit, c'est ça que je cherchais. Je ne cherchais pas sa tête, c'est ça que je cherchais. Je ne cherchais pas ses pieds, je cherchais sa main, parce que si la main de l'Éternel est si partie, tout change. Si la main de l'Éternel est si partie, tout change. Il disait, croyez pas autre chose. Mais lorsqu'il a dit, je n'ai pas vu la pluie, je n'ai pas vu la pluie, mais je dis quelque chose, comme une signe et une pompe de main de quelqu'un. Mais il disait, mais c'est ça que je cherchais. À sa suite, l'hôte du jour, le bishop Olivier Bonny, a donné un enseignement sur la Sunamite, femme de distinction, qui a posé un acte de foi, déclenchant ainsi le miracle dans sa maison. Moi, je veux savoir quelle est la motivation de cette femme. Son fils est l'unique. Elle a longtemps espéré. Elle a fini par l'avoir. Il meurt contre toute attente. Elle est heureuse. Elle est inquiète. Elle dit tout. Va bien. Alors, à quel moment une personne comme vous et moi pouvons déclarer des choses pareilles? Quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, il entend son dire tu es fou. Je vois. On dirait que c'est un beau tracteur d'église qui est en train de te rendre sincère. Alors, il y a un cadavre dans la maison. Tu es content. On dirait qu'il n'y a rien. Si dans le fond tout va bien, tu es malade. Mais elle n'est pas malade. L'apôtre Paul dit, moi je sais en qui j'ai cru. Si la femme dit, tout va bien, c'est qu'elle sait sur quoi elle a été. Rappelons que comme chaque dimanche, le culte à l'église CIPE La Renaissance des Deux-Plateaux, boulevard Latry derrière la station Olibia, s'est achevé par la distribution des 70 sacs de riz et des 70 bouteilles d'huile aux nouvelles âmes et aux membres de l'église. Rendez-vous est donc pris le dimanche prochain pour une autre séance d'évangélisation parlante. Shalom. Célébration de la fête de la Pentecôte au ministère prophétique de délivrance et d'évangélisation de la prophétesse Chris Kwaku, présidente fondatrice du temple de la cité dorée, c'était à Yopougon. À l'instar de toutes les communautés chrétiennes évangéliques du monde entier, la Cité dorée a aussi célébré la fête de la Pentecôte ce dimanche 24 mai 2015 à Yopougon, au siège de la dite communauté chrétienne évangélique. Ce culte dominical, en plus d'être un culte d'adoration, était aussi et surtout un culte de réjouissance, car les filles et fils de la Cité dorée commémoraient la date anniversaire de la venue du Saint-Esprit. Sur recommandation du Saint-Esprit, tous les fidèles étaient vêtus de blanc, en vue d'honorer la personne du Saint-Esprit, celui qui conduit ce ministère prophétique de délivrance et d'évangélisation.
Les chantres de la cité dorée ont conduit un temps de louange en union d'esprit avec l'assemblée qui a esquissé des pas de danse pour célébrer la troisième personne de la Trinité divine. La prophétesse Chris Kwaku, présidente fondatrice de la cité dorée, s'est aussi réjouie en esquissant des pas de danse en l'honneur de son ami, le Saint-Esprit. L'effusion du Saint-Esprit était manifeste, comme en témoigne le mouvement de l'Esprit pendant la louange. Poussée par l'Esprit de Dieu, la prophétesse Chris Kwaku a dansé avec certains pasteurs. Le verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mère, à Jérusalem, dans la Judée, dans Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. En Actes 1, verset 8, il est écrit: Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. C'est ce que les fidèles de la cité dorée ont vécu ce jour-là. Ce fut le déversement de la puissance du Saint-Esprit sur son peuple. Au total, la fête de la Pentecôte à la Cité Dorée a été un moment de réjouissance, un moment de la manifestation de l'onction débordante sur le peuple de Dieu, et les fidèles sont repartis chez eux transfigurés. Comment créer et gérer une entreprise? C'est le thème de la conférence co-organisée par l'association Entraide Suisse et l'ONG Vallée de Bénédiction Beraka au Bénin. Objectif: éradiquer la pauvreté et créer l'esprit d'entrepreneuriat au sein du corps du Christ en Afrique. Éradiquer la pauvreté et créer l'esprit d'entrepreneuriat au sein du corps du Christ en Afrique. C'est l'objectif que vise l'association Entraide Suisse en partenariat avec l'ONG Vallée de Bénédiction Beraka Bénin. Ceci à travers une conférence tenue à Cotonou au Bénin. Thème: comment créer et gérer une entreprise. Notre objectif, ce que nous voulons, c'est qu'il y ait de l'impact dans nos églises, qu'il y ait de l'impact. Et n'oublions pas que l'église est le sel et la lumière de la terre. Alors si l'église est le sel et la lumière de la terre, et que l'église est dans une situation précaire, alors là, Dieu n'est pas content. Nous avons commencé hier une formation sur 2 jours qui effectivement reprend les principes de la Bible sur le travail, qui nous parle également, cette formation, de l'attitude par rapport à un esprit d'entreprise, et qui ensuite nous amène dans des éléments assez pratiques et pragmatiques, nous amène à réfléchir finalement à la conception d'une entreprise. L'orateur principal, Patrick Heiniger, a éveillé la conscience des participants sur les différents principes de la Bible relatifs au travail. À la fin de cette conférence de 2 jours, les participants retournent chacun avec l'ouvrage Aide conseil, créer et gérer une entreprise, écrit par Jacques Daniel Rochat. Notre président, le pasteur Jacques Daniel Rochat, après avoir parcouru l'Afrique centrale, précisément le Congo, RDC, depuis 2013 qu'il a foulé ses pieds en Afrique de l'Ouest, et particulièrement le Bénin et le Togo. Son constat est que toutes les conférences qu'il a organisées avec nous, en écoutant les différents pasteurs, il a vu qu'il faut
écrire un livre pour aider l'Église. Le livre là est donné à chaque participant pour que après qu'ils puissent revoir un peu le processus qui pourrait les amener aussi à créer l'entreprise dans la quiétude. L'association Entraide Suisse assure la formation pastorale et économique ainsi que l'acheminement du matériel médical vers les destinations africaines. Prochain cap est mis sur le Togo pour une autre séance de formation. 2 hommes de la culture ont reçu un vibrant hommage. Il s'agit de Monseigneur Pierre-Marie Coty et l'écrivain Bernard Belin-Dadier au 50e de la librairie Siloué. Située à Cocody-Saint-Jean, la librairie Siloué a célébré le jeudi 11 dernier ses noces d'or. Au cours de cette cérémonie marquant ses 50 ans, un hommage a été rendu à 2 grands hommes qui ont marqué l'histoire de la Côte d'Ivoire. Il s'agit entre autres de Monseigneur Pierre-Marie Coty et Bernard Dadier. Les récipiendaires ont à leur tour exprimé leur gratitude. Cette cérémonie a été présidée par le cardinal Jean-Pierre Couteau. Les femmes de Modeste réunies au siège de leur association ont été honorées le samedi 13 juin dernier en présence de plusieurs personnalités civiles et traditionnelles qui ont soutenu les femmes en participant à cette cérémonie. Modeste, agglomération villageoise située sur l'axe côtier Abidjan-Bassam, a connu une ambiance festive le samedi 13 juin 2015. La gente féminine du village réunie au sein de l'association des femmes de Modeste, AFDM, a été honorée ce jour. Bisous à maman, une dénomination évocatrice du mérite de ces braves femmes célébrée par la communauté villageoise. Alors, nous avons organisé la fête des mères dénommée Bisous pour une maman pour d'abord redynamiser notre amicale et ensuite pour prendre part au processus de réconciliation prôné par notre président Alassane Ouattara. Alors les objectifs assignés à cette cérémonie sont d'abord de présenter l'amicale des femmes de Modeste à la population de Grand Bassam et d'ailleurs, également présenter nos projets et solliciter par la même occasion le financement pour permettre de mettre en place nos activités, pour permettre également d'améliorer les conditions de vie de la femme. Plusieurs personnalités civiles et traditionnelles ont effectué le déplacement pour témoigner leur soutien aux Amazones de Modeste. Pour le premier guide de cette communauté, le roi de Modeste, Nana Kone Awa Simon, cette fête de reconnaissance et de réjouissance rend non seulement hommage aux femmes, véritables forces vives du développement, mais elle traduit aussi le brassage des peuples de cette localité du département de Bassam. Peuple abouré, peuple métibé, peuple musulman, on se marie entre nous. Donc, il n'y a pas de complexe d'infériorité ou de supériorité entre nous. Au pays Akan, on ne se marie jamais avec son esclave. Si le peuple musulman se mariait entre abouré et métibé, ça veut dire que nous sommes des frères, nous sommes du même niveau, il n'y a pas d'infériorité, supériorité, complexe entre nous. Donc nous, c'est comme on retourne vers l'ancien temps, donc ça nous résume beaucoup, parce qu'à Grand Bassam, on a besoin de ça. Ce moment de joie a été meublé par des jeux et des prestations artistiques, de véritables scènes d'ambiance folklorique. Autre fait marquant de cette activité, la remise de dons aux différentes participantes de l'association. Un geste qui symbolise la reconnaissance du don de soi de ces femmes et les encourage à continuer l'œuvre associative. J'appelle à toutes ces femmes qui sont encore restées parce qu'elles ont été frustrées de venir dans cette association. Le but c'est nous aider pour qu'on puisse aller de l'avant. Tout ce que s'est passé, on laisse derrière nous. Et c'est devant qui est important. Nous allons combattre pour que toutes ces femmes puissent être dans la joie. Quand la mère de l'humanité s'épanouit, c'est toute la société qui y gagne. Célébrer la femme, la mère de l'humanité, est une cause noble. Actualité internationale, quelques dizaines de personnes se sont rassemblées le jeudi 18 juin aux abords de l'ambassade américaine à Paris
en mémoire des victimes de la fusillade survenue la veille dans une église noire de Charleston, dans l'est des États-Unis. Passer du temps avec des gens pour ensuite les abattre parce que ces gens sont noirs renvoie l'Amérique finalement à des heures sombres. D'ailleurs, beaucoup d'Américains ont exprimé avec beaucoup d'émotion ce qui s'est déroulé. Parce que finalement, ce n'est certainement pas évidemment l'image que les États-Unis veulent donner d'eux-mêmes aujourd'hui. Malheureusement, ça montre qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire et que lorsque l'on laisse s'installer le racisme dans une société, il est extrêmement dur à extirper. Et c'est pour ça qu'à chaque fois qu'il s'exprime, eh bien, il faut se mobiliser. Les États-Unis ont encore un très long chemin devant eux. La France aussi, au demeurant, même si ça peut prendre des tours peut-être moins spectaculaires en termes de meurtre finalement, qu'on aurait pu attendre de Barack Obama un peu plus de fermeté sur ces sujets et peut-être que la fin de son mandat sera pour lui l'occasion d'avancer beaucoup plus fermement en termes de discours et en termes d'actes sur cette problématique qui reste entière aux États-Unis, même si les États-Unis nous ont montré aussi que le militantisme dans ce pays a permis fort heureusement beaucoup d'avancées. Le handballeur Nicolas Karabati, qui comparaît depuis lundi devant le tribunal correctionnel de Montpellier pour escroquerie, s'en est pris jeudi 18 juin aux experts intervenus dans l'enquête judiciaire sur des paris suspects autour d'un match présumé truqué le 12 mai 2012. Écoutez, pour tout dire, j'attendais ce jour avec impatience pour visionner le match, pour visionner tous ensemble le match. Comme je l'ai dit hier, c'était la première fois que je voyais cette première mi-temps. J'avais pas voulu la regarder avant et je suis vraiment soulagé parce que on a pu tous voir cette mi-temps. J'ai eu la chance de pouvoir en débattre avec le juge et l'expert et je pense qu'on s'est tous rendu compte et qu'on a tous vu et les journalistes qui étaient présents dans la salle aussi que sur ce match-là, sur cette première mi-temps-là, il n'y a rien à dire que le fait qu'on puisse dire que cette première mi-temps a été truquée est quelque chose de très très farfelu. Je n'ai pris personne de haut, j'ai juste voulu apporter mon expertise à moi. Comme je vous l'ai dit, j'ai vu le match et toute la salle a vu le match, toute la salle a vu la même chose que moi et apporter mon expertise à moi car je trouvais que c'était bien d'apporter une expertise de quelqu'un qui a joué au haut niveau et pas seulement d'un arbitre international et d'un spécialiste de la vidéo. Pour moi, c'était important d'avoir aussi l'analyse de quelqu'un qui a joué au haut niveau et c'est un petit peu ce que je regrettais dans les deux rapports d'experts qui ont été fournis, c'est que jamais il n'y a eu de spécialistes, entraîneurs ou joueurs de handball consultés parce qu'il aurait eu un tout autre commentaire. Il y a eu beaucoup de questions posées à l'expert pendant ce temps de 4 mois, entre avril 2014 et août 2014, ce qui permet à chacun, la défense, les parties civiles, l'accusation, de se positionner, de voir si les experts font fausse route, s'ils comprennent rien, s'il faut leur expliquer, s'il faut qu'ils posent d'autres questions, s'il faut les renvoyer parce qu'ils sont nuls ou pas. Là, on assistait pas à des questions, à une leçon de handball exceptionnelle. Moi, j'y connais pas grand-chose, je me régale d'aller voir nos amis du MHB exceptionnels, mais c'était pas ça qu'on attendait. On attendait des observations sur le pré-rapport permettant d'ouvrir un vrai débat, d'avoir des vraies réponses. En France, les députés ont remis jeudi 18 juin leur rapport sur les filets djihadistes au président de la République. Rapport qui comportait renforcer les services antiterroristes, rétablir l'autorisation de sortie du terrorisme pour les mineurs et lutter contre la radicalisation en prison. J'ai redit, comme nous l'avons fait dans le rapport, qu'il me semblait qu'il y avait un retard dans la mise en œuvre des moyens, même si je veux rappeler les efforts qui ont été faits et leur caractère particulièrement opportun. Donc un constat, celui d'une menace maximale, celui d'un pays qui constitue une cible privilégiée. Il y aura un débat à l'Assemblée nationale, c'est ce que nous a dit le président de la République en nous donnant son accord. Sur cette question, comme l'a dit Eric Ciotti, ça nous permettra d'analyser l'ensemble de l'action de l'État. Je crois que c'est de la part du président de la République une volonté de transparence, de respect à l'égard du Parlement et des Français. Nous avons
particulièrement exprimé au président de la République notre désir de voir rétablir l'autorisation parentale de sortie du territoire pour les mineurs, puisqu'il y a 80 mineurs aujourd'hui qui sont dans la zone du Cham irako-syrienne, et on aurait peut-être pour certains d'entre eux pu éviter ces départs. Les Français qui partent là-bas sont considérés comme de la chair à canon. Ils sont maltraités. Ceux qui veulent partir là-bas doivent savoir que ce n'est pas le paradis qui les attend. C'est l'enfer, et l'enfer pour les autres, bien sûr, avec les crucifixions, avec les lapidations, avec les viols, mais c'est aussi l'enfer pour eux. Quand on va là-bas, on est immédiatement prisonnier d'un système. On n'est pas un nabab, on n'est pas un calife, on n'est pas le chef. On est d'abord celui qu'on va mettre dans un camion avec des explosifs pour aller se faire sauter. Et donc il y a une très grande chance quand quelqu'un part en Syrie qu'il ne revienne jamais en France parce qu'il sera mort. Le haut-commissaire aux réfugiés des Nations Unies appelle à la communauté internationale, particulièrement à l'UE, à faire preuve de solidarité et à prendre exemple sur la Turquie, qui accueille officiellement 1,8 million de Syriens. Quand on regarde les informations sur n'importe quelle chaîne de télévision du monde, nous avons clairement l'impression que le monde est en guerre. La Turquie a très généreusement ouvert ses frontières à un grand nombre de réfugiés syriens, irakiens et afghans. Cela prend un sens particulier dans un monde où tant de frontières sont fermées ou bien dont l'accès est restreint, dans un monde où de nouveaux murs sont en construction ou annoncés. Je pense qu'il est important de souligner que 86% des réfugiés dans le monde sont aujourd'hui accueillis dans les pays en voie de développement, ou pour être plus précis, dans des pays dont les revenus sont faibles ou moyens. Cela signifie que les discussions dont nous sommes parfois témoins à propos de l'afflux massif de réfugiés dans la partie du monde la plus riche sont dans une grande part quelque chose qui ne correspond pas à la réalité mondiale que nous affrontons. Il est important de comprendre que la responsabilité de protéger, dans ce cas précis, les réfugiés syriens n'incombe pas seulement à la Turquie, au Liban ou à la Jordanie, mais qu'il s'agit d'une responsabilité mondiale. Il est donc important que l'Union européenne, les pays du Golfe et d'autres parties du monde ouvrent à leur tour leurs frontières. Les réfugiés ne sont pas des terroristes, ce sont les premières victimes de la terreur. Toujours avec l'heureux événement qu'a connu la grande famille de Beni TV, l'un de ses agents, plus précisément Nguessan Kwadio Ernest, a convolé au Juste Noces avec Gorelou Sabine. C'était le 6 juin dernier. Celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Nguessan Kwadio Ernest, agent au service montage de Beni TV, ne dira pas le contraire. Canes, comme on l'appelle communément, a intégré le samedi 6 juin dernier le cercle des mariés de Beni TV. Il a ponctué ce jour son oui sacramental à Gorelou Sabine à la mairie de Cocody devant les parents et amis. Des moments forts et inoubliables pour ce jeune couple dans la fleur de l'âge. Monsieur Nguessan Kwadio Ernest, consentez-vous à prendre pour épouse Mademoiselle Gorelou Jonas Sabine ici présente? Oui! Reconnu officiellement par l'administration civile, le couple Nguessan, chrétien convaincu, converge quelques heures plus tard à l'église évangélique La Bénédiction d'Adjamé 220 Logement, le lieu de culte témoin de leur rencontre il y a 5 ans. Dans un temple archi-comble d'invités, à la décoration pittoresque, le révérend Samuel Mantier, pasteur principal de l'église évangélique La Bénédiction et PCA de Beni TV, a procédé à la bénédiction nuptiale. L'homme de Dieu qui a vu grandir ce couple a loué le sens de l'engagement et de la responsabilité d'Ernest et Sabine. It's a very serious young man. C'est un jeune homme très sérieux. He's a very faithful and loyal young man. C'est un jeune homme honnête, fidèle et loyal. Hallelujah. He's faithful to God. Il est fidèle à Dieu. I've known him for all these years. Je l'ai connu et je sais de quoi je parle depuis que je l'ai connu. Miss Gorelou
Sabine, Miss Gorelou Sabine, is also another faithful young woman. Est aussi une autre jeune femme très fidèle, respectful, qui est respectueuse, serviceable, qui est serviable. So I'm happy for them. Donc je suis très heureux pour eux. Le pasteur Jean-Claude Licré de l'église évangélique La Bénédiction de Yopougon a pour sa part exhorté les mariés et les convives à s'approprier des vraies valeurs du mariage. Un engagement total pour chacun des mariés. Aujourd'hui, là où vous êtes, Dieu est témoin de votre union. Et si quelque chose ne va pas, c'est lui Dieu qui va rétablir l'ordre. Pas les hommes dans la chair. Les hommes dans la chair vont vous donner de mauvais conseils. Il faut fléchir genoux, vous deux, la main dans la main. C'est pourquoi la Bible dit deux valent mieux qu'un. Quand on dit deux valent mieux qu'un, ça veut dire que parmi les deux personnes, il y a un qui peut envoyer sa force pour soutenir l'autre quand il est dans sa faiblesse. Deux valent mieux qu'un. Lui il n'a pas, toi tu as. Donc tu viens pour compléter ce qu'il n'a pas. C'est la compassion des âmes. Deux valent mieux qu'un. Vous devez vous donner conseil mutuellement. Tu dois demander des conseils à ta femme sur une situation. Dans une ambiance festive, parents, amis et connaissances ont témoigné leur soutien au jeune couple. Ça y est, Canès et Sabina sont désormais unis pour la vie. Une nouvelle ère s'ouvre dans la vie des jeunes mariés au midi de leur vie. Le cercle des mariés de Béni TV s'est agrandi. À qui le tour? C'est la fin de ce bulletin. Merci de nous avoir suivis et passez une excellente journée sur la protection divine. À bientôt.